Bonjour à tous. Alors, cette vidéo a pour objet d'appliquer le théorème du rang. On a déjà vu des applications dans la précédente. J'ai réuni dans cette vidéo d'autres conséquences, notamment concernant les hyperplans, la dimension de la somme et quelques compléments sur le rang d'une application linéaire. Voilà, on va y aller. Je vois que la batterie faiblit, donc je vais changer la batterie avant de revenir pour le début du cours. Alors, la batterie changée, me revoilà. Pour le premier point donc des applications du théorème du rang que j'ai regroupé dans ce cours, les formes linéaires et les hyperplans en dimension finie. Je vous rappelle que grand E est un K-espace vectoriel dont la dimension est n. J'ai pris n appartenant à n étoiles pour exclure n égale 0, le cas où l'espace ne contient que le vecteur nul. Alors, la première proposition que nous allons voir est la suivante. Elle se résume en une phrase, en fait. Une forme linéaire non nulle est surjective. Alors, je vous rappelle ce que c'est qu'une forme linéaire. C'est une application linéaire de grand E dans son corps de base. Donc ici, phi appartient à linéaire de grand E dans K. Si phi n'est pas nul, l'image de phi va être tout K, et donc phi est linéaire. Résumable donc en une phrase que j'écrirai peut-être juste après. Faisons la preuve. Eh bien, on nous donne phi appartenant à linéaire de E dans K, donc l'image de phi est incluse dans l'ensemble d'arrivée, à savoir ici le K espace vectoriel K lui-même. Mais la dimension de K c'est 1, donc la dimension de l'image de phi, bon la dimension de l'image de phi on peut aussi écrire rang de phi, hein. C'est soit 0, soit 1. De plus, quand est-ce que c'est 0 ? De plus, cette dimension de l'image de phi, vous voyez c'est un peu long, donc j'aurais pu écrire rang ici. Égale 0 si et seulement si phi est nul. Phi est l'application nulle de E dans K. Donc pour phi appartenant à linéaire de grand E dans K non nul, qu'est-ce qu'on a ? On a dimension de noyau de phi égale 1. Noyau, j'ai dit noyau. Image, bien sûr. Dimension de l'image de phi égale 1. Puis, puisque l'image est incluse dans K et de dimension 1, l'inclusion est en fait une égalité. Image de phi égale K. Donc, à retenir, une forme linéaire non nulle et surjective. Bon, il faut retenir aussi ce que c'est qu'une forme linéaire. Hein. Une forme linéaire étant évidemment une application d'un espace vectoriel dans son corps de base. Alors, la proposition suivante fera le lien entre ce qu'on a vu en termes d'hyperplan. Oh, je vais mettre même un S à hyperplan. Parce qu'il y en aura, il peut y en avoir plusieurs. Donc, ce qu'on a vu en termes d'hyperplan en dimension quelconque et en dimension finie. Je l'énonce tout de suite. Alors, voici la proposition que j'ai lancée à l'instant. Soit H un sous-espace vectoriel de E. Je vous rappelle que E est un espace vectoriel de dimension finie égale à n. On dit que H... Et enfin, la propriété annonce que H est le noyau d'une forme linéaire non nulle sur le grand E, si et seulement si sa dimension c'est n-1, sachant que la dimension de E c'est n, si et seulement si il existe un vecteur V non nul tel que E est la somme directe de H et de la droite vectorielle engendrée par V, c'est-à-dire si et seulement si il existe une droite vectorielle supplémentaire de H dans grand E. Alors vous voyez que ceci fait le lien entre la définition générale. Un hyperplan, c'est le noyau d'une forme linéaire non nulle. Ça, c'est la définition générale. La définition donnée en dimension finie. Un hyperplan, c'est un sous-espace vectoriel de dimension n-1 quand la dimension de l'espace total, c'est n.
Et enfin, une propriété vue en TD, l'existence d'un vecteur V tel que E étant et la somme directe de H d'une droite vectorielle, de la droite vectorielle engendrée par V. Alors pour la preuve, on va dans un premier temps aller de haut en bas, on va supposer que H est le noyau d'une forme linéaire non nulle, montrer que sa dimension c'est n-1, puis l'existence de V, puis après on remontera, comme ça on aura toutes les équivalences. Alors, on suppose que H est le noyau d'une forme linéaire phi, où phi appartient à L de E dans N, et phi est non nul. Alors, on applique le théorème du rang. C'est pour ça que c'est là, hein, dans le paragraphe, application du théorème du rang. Alors, l'espace vectoriel de départ, c'est dimension de E. Dimension de E égale dimension du noyau de phi. Oh, dimension de l'image de phi, ou alors j'écris les dimensions du noyau de phi plus rang de phi. Alors ça c'est n. Hop. Le rang de phi c'est la dimension de son image. Et ça vaut 1. On vient de le voir, hein, puisque phi est une forme linéaire non nulle, son rang, ou la dimension de son image, c'est 1. Donc, la dimension de H, qui est le noyau de phi, hop, c'est n-1. Alors, dans ce cas, on a vu, voir l'exercice de TD, voir les TD, que si on prend V appartenant à E privé de H, on a E est la somme directe de H et de la droite vectorielle engendrée par V. Alors, réciproquement, on va supposer qu'il existe V appartenant à un vecteur non nul, hein, tel que E et H plus la droite vectorielle engendrée par V, et il va nous falloir remonter jusqu'à E et le noyau d'une forme linéaire. La dimension ne posera pas trop de problèmes, c'est le noyau de la forme linéaire. Il faudra trouver cette forme linéaire. On va faire ça tout de suite. Alors, faisons la réciproque. Maintenant, on suppose que E est la somme directe de H et de droite vectorielle engendrée par V, où V est un vecteur non nul. La dimension d'une somme directe, on connaît, ça donne dimension de E égale dimension de H plus dimension de KV, c'est-à-dire N. La notation, c'est N égale dimension de E égale dimension de H plus, alors ici, la droite vectorielle est engendrée par un vecteur non nul, hein, donc sa dimension, c'est 1. Et donc, la dimension de H, c'est n-1. Alors, qu'est-ce qu'il reste à voir? Il reste à voir que H est le noyau d'une forme linéaire. Alors, on va revenir à la définition de cette écriture qui dit que E est la somme directe de H et de KV. H et KV sont supplémentaires si et seulement si, pour tout vecteur de X, il existe des objets uniques. Alors, le premier qui est un vecteur de H, que j'ai appelé H de X, et l'autre un vecteur de KV, tel que X est la somme des deux. Alors, un vecteur de KV, c'est un scalaire fois V. Alors, je vais écrire ici, X égale donc H de X plus lambda de X. Mais comprenez bien que ces deux objets dépendent de X. Lambda étant un scalaire et H étant un vecteur. Ça appartient à H et ça appartient à KV. Alors, on considère justement l'application qui à tout X associe son lambda, associe le réel que l'on met là. Autrement dit, qui va de E dans K, le réel de scalaire, excusez-moi, hein, et qui à X associe lambda de X.
Alors attention, ici, lambda est une application, hein, une application pour l'instant. Alors justement, voyons d'abord qu'elle est linéaire. Pour x virgule y appartenant à e carré, on a à la fois x égale donc h de x plus lambda de x fois v et y égale h de y, le vecteur, en fait c'est le projeté, hein, ça c'est le projeté de y sur h parallèlement à un carré et ici le projeté de y sur v parallèlement à h. Alors ça fait lambda de y le tout fois v, et pour alpha bêta appartenant à k carré, on écrit alpha x plus bêta y égale, alors on va mettre les vecteurs de h ensemble, alpha h de x plus bêta vecteur h de y, mais ça comme h est un sous-espace vectoriel, ça reste dans h. Et ensuite, on va mettre ici les deux scalaires devant v. Il vient alpha lambda de x plus bêta lambda de y. Et donc ça appartient. Alors ça dépend si j'écris ici appartient à k, ou si j'écris ici appartient à kv. On a donc vu l'unicité. Un vecteur se décompose de façon unique comme un élément de h et un élément de kv. On a donc lambda de alpha x plus bêta y égale ce qui est là, c'est-à-dire alpha lambda de x plus bêta fois lambda de y. Ainsi, le point lambda ici appartient à linéaire de grand E dans grand K. Alors, reste à voir que c'est le noyau. J'efface un petit morceau et je vous montre que H est le noyau de lambda. Alors, j'ai réécrit notre notation précédente. Lambda est la fonction qui va de E dans K et que x est ceci. Lambda de x, où x écrit de façon unique comme un élément de h, hop, et un élément de hop, k fois v. Alors, pour x appartenant à E, quand est-ce que lambda de x égale 0? On voit bien, si et seulement si x égale h de x, cette partie est nulle, autrement dit, si et seulement si x est dans h. Ainsi, h est le noyau de lambda, où lambda est une application qui va de E dans K linéaire. C'est une forme linéaire. Alors, si vous voulez passer de 1 à 3 sans passer par la dimension, autrement dit, un sous-espace vectoriel d'un ensemble général quelconque, un espace vectoriel général quelconque, pardon, est un hyperplan si et seulement si il a une droite comme supplémentaire, vous voyez le théorème 26. D'accord? Là, on est passé, nous, par la dimension, mais on peut passer de 1 à 3 directement. Alors, là, on sait maintenant que les hyperplans sont des noyaux de forme linéaire. La question est, est-ce qu'un hyperplan peut être le noyau de plusieurs formes linéaires? La réponse est pas vraiment. Si c'est le noyau de deux formes linéaire, alors ces deux sont proportionnels. Proportionnels par un scalaire non nul. Si h c'est le noyau de phi et k c'est le noyau de psi, où phi et psi sont dans, je vais le mettre en dessous, hein, je vais mettre ici, là, remarque, ici, phi appartient à L de E dans R, dans K toujours, et psi également. Eh bien, alors, dans ce cas-là, il existe un scalaire, enfin, plutôt, leurs deux noyaux sont égaux si et seulement ici, il existe un scalaire non nul tel que, bon, j'ai pris psi par exemple ici, égale alpha fois
phi. Alors, faisons la preuve. Bon, il y a une des implications qui est à peu près évidente, hein, c'est que si psi égale alpha fois phi, où alpha appartient à k étoile, on a virgule pour x, pour tout x appartenant à E, psi de x égale 0, le 0, alors regardez ici, ça c'est une bonne remarque, on peut écrire égale 0, c'est bien sûr le 0 de l'ensemble d'arrivée, mais l'ensemble d'arrivée c'est h, si et seulement si alpha fois psi de x égale 0, puisque alpha est non nul, si et seulement si phi de x égale 0, donc bien sûr le noyau de phi c'est le noyau de psi. Alors, 2, on suppose que le noyau de phi égale le noyau de psi. Le noyau de psi égale le noyau de phi. Alors, l'idée c'est de montrer que les deux sont linéaires. Alors, on a vu ici que égale h, hein, on va appeler ça égale h ou égale k. Alors, l'idée c'est que l'on sait qu'il existe, on va utiliser le vecteur qui engendre une droite vectorielle supplémentaire de h. On sait qu'il existe v appartenant à E privé de H, tel que E est la somme directe de H et de KV. Alors, on va utiliser ce vecteur V là pour montrer que psi est en somme directe est proportionnel à phi. À tout de suite. Alors, terminons cette preuve. Je rappelle qu'on a supposé que H est le noyau de phi et en même temps le noyau de psi, où phi et psi sont deux formes linéaires sur E, c'est-à-dire des applications linéaires de E dans K. On sait que E est la somme directe de H et d'une droite vectorielle engendrée par un vecteur V qui est dans E privé de H. Alors justement, regardez, V n'est pas dans H, il n'est donc pas dans le noyau de phi. Ça veut dire que son image n'est pas nulle. Une remarque, je ne mets pas de flèche ici. Le 0 là, c'est le 0 de K. Le scalaire 0. De même, V n'est pas dans le noyau de psi, donc psi de V n'est pas nul. Alors, l'idée c'est de poser alpha égale psi de V sur phi de V. Et là, on a... Alors d'abord, ça existe parce que phi de V n'est pas le scalaire nul. Et de plus, il n'est pas nul lui-même, puisque le numérateur ici n'est pas nul. Alors, considérons deux cas pour x. Pour x appartenant à h, on a d'une part psi de x égale 0 et alpha phi le tout évalué en x, bien sûr ça fait 0. Autrement dit, phi et psi coïncident, donc phi et psi coïncident sur H. Maintenant pour x appartenant à la droite vectorielle engendrée par V, on n'a qu'à dire, on pose x égale lambda fois V où lambda appartient à K. Et on écrit psi de x égale, alors psi de ça, hein, donc ça fait lambda psi de V par linéarité de psi, lambda psi de V, mais ça c'est lambda, on va écrire ici psi de V divisé par phi de V, le tout facteur de phi de V. Ça c'est alpha, ça fait lambda alpha fois phi de V
Ce qui fait, là encore par linéarité, alpha phi fois lambda v, ce qui fait finalement alpha phi de x. Autrement dit, qu'est-ce que j'ai montré ici? J'ai montré que phi et psi et alpha phi, psi et alpha phi coïncident EMT sur la droite vectorielle engendrée par KV. Alors regardez, coïncide sur H, coïncide sur la droite vectorielle, comme E est la somme directe de H et la droite vectorielle appartenant engendrée par V, on a psi égale alpha fois phi. On pourrait le démontrer en découpant les vecteurs, mais on sait, et on a vu dans une précédente vidéo, que si deux applications linéaires de façon générale coïncident sur deux sous-espaces supplémentaires, elles coïncident partout, ce sont les mêmes. Alors, voilà qui achève notre preuve. Bon, finalement, quand un hyperplan est le noyau d'une forme linéaire, cette forme linéaire, elle est unique à multiplication par un scalaire près. Une remarque, ceci est valable quelle que soit la dimension. Ce théorème est valable dans la dimension, remarque. Résultat valable. Hop, en dimension quelconque. Alors, un hyperplan est le noyau d'une forme linéaire presque unique à multiplication par un scalaire non nul près. Voilà, alors on parle maintenant d'équation d'un hyperplan. Alors on parle donc d'équation d'un hyperplan. D'abord une définition, soit H un hyperplan de E. On sait que H c'est le noyau d'une forme linéaire. Noyau de phi ici, où phi est dans une application linéaire de E dans le cas. Alors, ce qu'on appelle équation de H, c'est l'égalité phi de x égale 0, que j'appelle E ici, où phi est justement l'une des formes linéaires qui caractérise H. Vous voyez qu'une équation de phi est unique à multiplication par un scalaire non nul près, puisque phi, on vient de le voir, est unique à multiplication par alpha appartenant à quelle étoile près, donc une équation de H est unique à multiplication par un scalaire non nul près. Alors, qu'est-ce que ça donne en dimension finie? Si la dimension de E égale n, on peut considérer une base que ici j'ai appelée bêta égale 1, 2 jusqu'à n, on fait souvent. En dimension finie, évidemment, la base est l'instrument privilégié. Pour x appartenant à E, tout x s'écrit sous la forme x1, E1. J'ai fait exprès ici de mettre des pointillés plutôt qu'une somme. J'appelle x1, x2 jusqu'à xn les coordonnées de x sur la base bêta. Alors, H étant un hyperplan de E, une équation de H est donc de la forme, alors à votre avis, de la forme phi de x égale 0, mais dans les applications linéaires qui vont de H dans K, on n'a pas tellement le choix. C'est les applications linéaires qui à x vont associer constante x1 plus constante x2 plus constante xn. Autrement dit, ça va être de la forme a1 x1 plus a2 x2 plus 3 petits points plus an xn égale 0, où a1, a2 jusqu'à an est fixé dans K exposant n. Donc dès que vous voyez ça, là, ce genre de choses, c'est l'équation d'un hyperplan. Et puis la remarque, c'est que ce NUP est unique à multiplication par un scalaire près. À multiplication, et je finis pas la phrase, toc toc toc, mais c'est celle-là, là. Est unique à multiplication près. C'est la même que précédemment. Alors, eh bien, on va faire la preuve. Vous voyez, il s'agit de montrer que, hop,
toutes les applications linéaires de E dans K ont une certaine forme. On va voir ça tout de suite. Allons-y pour la preuve. Soit donc H un hyperplan de E et phi l'une des formes linéaires dont c'est le noyau. L'idée c'est que pour x appartenant à E, vous voyez on a x égale x1 E1 plus x de E2 plus x n E n où les EI sont les éléments de la base que l'on a choisi. Alors phi de x par linéarité va être x1 phi de E1 plus x2 phi de E2 plus xn phi de En. Alors l'idée c'est d'appeler ça, alors ça c'est des scalaires, c'est ça l'idée, hein. Donc on pose A1 égale phi de E1, A2 égale, c'est des scalaires ça, hein, phi de E2, hop, on met ça, phi de E2, puis AN égale phi de En. Autrement dit, ça c'est, donc je le mets devant si vous voulez, ça c'est A1 x1 plus A2 x2 plus AN xn. Donc notre équation de plan, ça fait phi de x égale 0 équivaut à A1 x1 plus A2 x2 plus AN xn. Voilà à quoi ressemble son équation où A1 jusqu'à ici AN appartient bien à K exposant n. Alors, vous voyez maintenant, hein, quand je sais pas, quand on a vu plusieurs fois des choses du genre, c'était par exemple f égale l'ensemble des x, y, z, t appartenant à R4 et vérifiant x plus 2y plus 3z plus 4t égale 0 ou ce genre de choses, et tout de suite vous pouvez dire f immédiatement. F est un hyperplan de R4 et c'est le noyau bien sûr de la forme linéaire phi qui va de R4 dans R et qui a x, y, z, t associe justement x plus 2y plus 3z plus 4t. Alors, je vous donne rapidement 2-3 informations de plus sur l'intersection d'hyperplans et on passe au deuxième point qui est un retour sur la formule de Grassmann. Alors je fais maintenant un petit saut dans le polycopier pour aller vers les théorèmes 32 à 33 qui parlent d'intersection d'hyperplans avec un S d'ailleurs. Ce serait dommage de ne pas les mettre dans notre complément sur les hyperplans et les formes linéaires. L'auteur du poly les a mis après parce qu'il a démontré la formule de Grassmann nécessaire à leur preuve entre les deux. Mais comme on l'a fait avant, on peut déjà les énoncer, donc on prend H1, H2 jusqu'à Hm des hyperplans de E, la dimension de leur intersection est plus grande que n-m. Alors, je vous laisse lire la preuve, elle se fait par récurrence, d'abord en montrant que c'est vrai pour m égale 2, attention, hein, c'est m égale 2, puis ensuite m égale 2, puis par référence sur le nombre d'hyperplans. Un petit rappel, on a fait un exercice qui montrait justement que l'intersection de deux hyperplans dans un espace de dimension n, s'ils étaient distincts, ces hyperplans, c'est n-2. Alors, la dimension de H1 inter H2, c'est n-2. Alors, j'ai mis si et seulement si, on a vu que si H1 n'est pas H2, c'est vrai. Une remarque, c'est que la contraposée, c'est-à-dire que s'ils sont égaux, la dimension ici c'est n-1. Donc la seule possibilité que ce soit n-2, c'est que ce soit deux hyperplans distincts. Une autre propriété qui est donnée, et qui peut pas s'avérer utile, soit f un sous-espace vectoriel de E, tel que la dimension de f c'est m étant entre 1 et n-1, alors f est l'intersection de n-m hyperplans. Alors l'idée c'est de considérer une base f1 jusqu'à fn de grand F,
pour former une base F1, Fn, Gn plus 1 jusqu'à Gn de grand E, et que là j'ai utilisé le théorème de la base incomplète, et de montrer que pour x appartenant à E, x écrivant de façon unique x1 F1 plus xn m Fm plus xn plus 1 Gn plus 1 plus xn Gn, montrer que F c'est l'intersection des phi i pour i égale m plus 1 à n des applications phi i qui vont de E dans K et qui a un vecteur x associe sa coordonnée ici, xi. Alors vous voyez qu'effectivement un vecteur x est dans f si et seulement si toute cette partie est nulle, mais vu la liberté de la famille, si et seulement si tous les x qui sont là sont nuls. Or, l'annulation d'un x correspond à l'annulation d'un phi et donc à l'appartenance au noyau de phi, c'est-à-dire à un hyperplan. Vous voyez qu'en fait, prendre un hyperplan, ça réduit comme ça de 1 la dimension, et si on veut, on peut trouver en tout cas si on a un sous-espace vectoriel de dimension 3 en dimension 5, on peut dire que c'est l'intersection de deux hyperplans. Bon, voilà pour cette partie sur l'intersection des hyperplans. Remarquez que l'auteur du poly, je répète, s'est servi de la formule de Grassmann pour les démontrer. Cette formule de Grassmann sur la somme, la dimension d'une somme, bon, on l'a montré nous en utilisant un supplémentaire. Je vais profiter du fait qu'il y a une autre preuve pour vous la donner. Deuxième point donc de nos applications du théorème du rang, la dimension d'une somme. Une autre preuve, alors, soit f et g, deux sous-espaces vectoriels de E, qu'on suppose de dimension finie. On a, et vous le savez, la dimension de f plus g, c'est la dimension de f plus la dimension de g moins la dimension de f inter g. Une preuve utilisant une application, et donc le théorème du rang, on appelle grand phi l'application qui va de f croix g, qui a un couple de vecteurs x, y associe leur somme dans grand E. Tout de suite une remarque, vous voyez qu'au départ il faut que ce soit un espace vectoriel, mais c'en est un. Vous voyez le paragraphe dimension d'un produit cartésien de f et g est un K espace vectoriel, et on connaît même sa dimension, c'est la somme des dimensions. Donc f croix g est un K espace vectoriel dont la dimension est dimension de f plus dimension de g. Alors, il est à peu près clair que phi est linéaire. Hein. Alors c'est un petit peu long à montrer, mais c'est juste des histoires d'écriture. L'image d'un couple x1, y1 plus le couple x2, y2, ça va être la somme des images. Là, on voit bien que si on multiplie le couple par lambda, attention, la multiplication d'un couple, ça multiplie chaque vecteur par lambda. Vous voyez que si chaque vecteur est multiplié par lambda, ici c'est lambda, et ça fait lambda facteur de x plus y. Donc, montrer que phi est linéaire, j'ai laissé ça en pointillé. D'autre part, qu'est-ce que c'est que l'image de phi? Par définition, c'est l'ensemble de tous les x plus y, où x décrit grand f et y décrit grand g. Ça porte un nom. C'est f plus g, l'ensemble de tous les vecteurs de E qui peuvent s'écrire comme un vecteur de f plus un vecteur de g. Alors, appliquons le théorème du rang. La dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire f croix g, égale la dimension de l'image. Là, j'aurais pu écrire le rang de f plus la dimension de son noyau, c'est-à-dire que ça c'est la dimension de l'espace de départ, hein. Donc dimension de f plus dimension de g égale la dimension de l'image, mais puisque l'image c'est f plus g, ça fait dimension de f plus g, plus dimension de noyau de phi. Reste à déterminer, et on va faire ça derrière, reste à déterminer la dimension du noyau de grand phi, évidemment pour montrer que c'est celle de l'intersection f avec g. Je fais ça tout de suite. Alors, terminons notre preuve bis de la formule de Grassmann. L'idée est d'étudier le noyau de cette application, hein, qui a un couple de vecteurs x, y associent leur somme, x étant dans f, y étant dans g. J'en prends un, hein, x, y dans f croix g, donc x est dans f, y est dans g. Supposons que phi de x, y soit 0.
Alors, on a bien sûr y égale moins x, mais regardez, y qui est dans grand G est l'opposé d'un vecteur qui est dans grand F. Et grand F est un sous-espace vectoriel. Donc y est dans grand F. Comme il était dans grand G, il est dans F croix G. De même, si vous réfléchissez avec x égale moins y, x est dans grand F, mais c'est l'opposé d'un vecteur de grand G, donc c'est aussi un vecteur de grand G. Donc x et y sont tous les deux dans f inter g, c'est-à-dire que x, y, on va l'écrire comme étant dans f inter g le tout au carré. F inter g croix f inter g. Alors réciproquement, hein, et puis alors avec x, y égale moins x, y égale moins x. Donc ici, hop, les deux sont dans f inter g et y égale moins x. Réciproquement, si cette propriété est vraie, on a bien sûr phi de x égale 0. Donc, phi de x égale 0 si et seulement si les deux vecteurs x et y sont dans l'intersection de f et de g, et y égale moins x. Ça nous permet d'écrire le noyau comme étant le couple de vecteurs de la forme x virgule moins x lorsque x décrit f inter g. Parce que écrire ça ou dire que les vecteurs qui annulent phi sont les couples x, y ou y égale moins x, c'est bien dire les couples x moins x, où x est n'importe quel élément de f inter g. Alors, voilà le noyau de phi, pardon. Reste à montrer que ce noyau est isomorphe à f inter g. Alors, eh bien, on prend l'application qu'on espère linéaire, mais vous allez voir, c'est facile, qui va de f inter g dans le noyau de phi, et qui, à x, associe le couple x moins x. Alors, psi est linéaire, ça c'est assez clair. Hein, ça c'est à peu près clair, je vous le mets là, plutôt clair. Et bijective. Alors, pourquoi bijective? Car son noyau... Qu'est-ce que c'est que son noyau? Quand est-ce que les deux vecteurs comme ça sont nuls? Ben, quand x est nul, hein, son noyau est 0. Et son image... Et quand x décrit tout f inter g, ça veut décrire tout noyau de phi. Autrement dit, voilà une application linéaire et bijective. On a dimension du noyau de phi égale dimension de f inter g. Et ce que l'on voulait pour finir la preuve, on peut conclure. Alors voilà, on peut conclure à notre égalité, dimension de f plus g, c'est dimension de f plus dimension de g, moins dimension de l'intersection. Alors ça c'est une preuve alternative. Bon, vous avez vu, nous on l'a fait bien plus tôt en utilisant un supplémentaire de l'intersection de f et g à l'intérieur de grand F. Voilà pour ce deuxième point. Je termine avec un troisième point qui est des compléments sur le rang d'une application. Alors, troisième et dernier point donc, de cette vidéo sur des compléments concernant le rang d'une application linéaire. Alors, d'abord la somme et la multiplication par un scalaire, et puis le plus intéressant, la composée. D'abord, soit f et g, deux applications linéaires, de grand E dans grand E', où E et E' sont des cas espaces vectoriels, le premier étant de dimension finie. Vous voyez que j'ai pris les hypothèses dans lesquelles le théorème du rang est applicable. Proposition, le rang d'une somme, c'est plus petit que la somme des rangs. Et d'autre part, pour un scalaire non nul, le rang est inchangé. C'est-à-dire pour lambda appartenant à k étoile, le rang de lambda f, c'est rang de f. Une remarque, si on prend 0, le rang de 0 fois f, 0 le scalaire, hein, c'est le rang de l'application nulle. L'application nulle, c'est celle qui envoie tous les vecteurs sur 0. Donc le rang
Je rappelle, le rang, c'est la dimension de l'image. Hein. Donc, si tous les vecteurs sont envoyés sur 0, la dimension de l'image, c'est 0. Donc, quel que soit K appartenant à K, le rang de lambda f est plus petit que le rang de f. Et en fait, c'est soit 0, soit le rang de f. La preuve, de 1, elle se montre en disant que quel que soit x appartenant à E, f plus g de x égale f de x plus g de x, on en déduit que l'image de f plus g, c'est-à-dire tous les vecteurs de la forme f plus g de x, vous voyez, sont des vecteurs, sont forcément dans un vecteur qui est de la forme f de x plus un vecteur qui est dans g de x. Donc, c'est inclus dans image de f plus image de g. Donc, le rang de f, alors le rang de f plus g, c'est la dimension de l'image de f plus g. Vu l'inclusion là, c'est plus petit que la dimension de image de f plus image de g, mais qui elle-même, ça c'est la dimension de l'image de f, c'est-à-dire le rang de f, plus la dimension de l'image de g, c'est-à-dire le rang de g, et ici, si j'avais écrit égal, là, j'ai écrit moins dimension de l'intersection. Mais la dimension d'intersection, c'est un nombre positif. Donc ça, c'est plus petit que la dimension du premier plus la dimension du deuxième, puisque ça vaut la dimension du premier plus la dimension du deuxième, moins la dimension de l'intersection. Voilà pour 1. Pour 2, je vous le mets là, voir que pour lambda différent de 0, en fait, l'image de lambda f et l'image de f, c'est le même ensemble. Hop, je vous sépare ça. Non, je le mets là comme ça. Là. Hop. Voilà. Ça, c'est facile à montrer. Hein. Tout x qui est dans l'image est un lambda f de x, où il suffit de prendre 1 sur x comme antécédent. Je vous laisse faire ça. Donc, retenez que le rang d'une somme, c'est plus petit que la somme des rangs, que multiplié par un scalaire non nul, une application ne change pas son rang. Évidemment, ça rend son rang nul si l'application est multipliée par 0. Alors, dans le dernier point, on va se demander qu'est-ce qu'on peut dire du rang d'une composée. Voilà la proposition concernant la composition. Alors, pour composer, il faut déjà pouvoir composer, c'est-à-dire qu'il faut prendre une application f qui va d'un espace vectoriel E dans un espace vectoriel E', ici c'est prime hein, bien sûr, et g qui va à une application linéaire qui va de E' dans E seconde, où E', et E seconde sont 3K espaces vectoriels, les deux de début, de départ de f et g étant de dimension finie. Je rappelle que c'est ça qui permet d'utiliser le théorème du rang. Alors, remarquez que là, g rond f existe. Elle a un rang, je vous rappelle que son rang, c'est la dimension de son image. Alors, la proposition, elle est là, elle annonce que, d'abord, le rang de g rond f est à la fois plus petit que le rang de f et que le rang de g. On résume ça en une inégalité, c'est plus petit que le minimum de rang de f, rang de g. Ça veut dire que c'est plus petit que les deux. Hein. Ça, c'est un entier plus petit que chacun des deux entiers qui sont là. Et d'autre part, si f est un isomorphisme, le rang de g rang f, c'est le rang de g. On dira que composé à droite par un isomorphisme ne change pas le rang. De même, si g est un isomorphisme, le rang de g rang f, ce sera le rang de f. Composé à gauche par un isomorphisme ne change pas le rang. Alors, j'ai fait une petite illustration de la situation comme j'ai pu. On part de E là, attention, on va dans E' par F, on part de E', on va dans E seconde. Il y a quelque chose qui va jouer un rôle particulier, c'est l'image de F. Hein, puisque quand on fait G rond F, on applique G qu'aux éléments qui viennent déjà de F. Hein, puisque, alors j'ai écrit ça ici. Qu'est-ce que c'est que l'image de G rond F? C'est les G rond F de X quand X
appartient à E. Ce qu'on peut écrire aussi les G de Y lorsque Y appartient à image de F. Oui, mais ça, c'est image de F, c'est certains vecteurs de E'. Autrement dit, ça, c'est inclus dans les, disons, G de U, où U appartient à E'. Donc, image de G rond F est incluse dans l'image de G. C'est clair. Puis, vu le rang, alors on prend les dimensions à gauche et à droite. Ça, c'est le rang de G rond F est inférieur ou égal à la dimension de ce truc-là, qui est le rang de G. Alors, on a déjà ça. Hop. Il nous faut maintenant le rang de G rond F plus petit que le rang de F. J'efface et je reviens. Alors, terminons notre preuve. Vous voyez que j'ai refait mon petit schéma explicatif où image de f tient une importance particulière. Hein. Image de f, c'est l'ensemble des f de x quand x viennent de E. Alors, justement, c'est le théorème du rang qui va nous donner la deuxième inégalité. Je prends g tilde, la restriction de g à image de f. C'est-à-dire qu'au lieu de s'appliquer à tous les u de E', il s'applique juste aux y qui viennent de x. Hein. Les y égale f de x. Alors, qu'est-ce que c'est que sa définition? Son ensemble de départ, c'est l'image de f, son ensemble d'arrivée, c'est second, pardon, et à tout y, elle associe g de y, hein, puisque c'est juste la restriction. Alors, quelle est son image? L'image de g tilde, c'est les g de y quand y appartient à l'image de f. C'est donc les g de f de x quand x décrit E. Mais ça, c'est les g rond f de x quand x décrit E. C'est-à-dire que l'image de g tilde, c'est l'image de g. C'est l'image de g rond f, pardon. Je répète, ça, c'est les g rond f de x quand x décrit E. Donc, le rang de g tilde, c'est le rang de g rond f. Or, le théorème du rang pour g tilde s'écrit comment? Le rang de g tilde égale la dimension de son espace de départ, c'est-à-dire la dimension de l'image de f, moins la dimension de son noyau. Mais ça, c'est plus petit, ça c'est un nombre entier, hein, positif, donc ça c'est plus petit que la dimension de l'image de petit f. Et donc, ça c'est rang de g tilde, et donc, alors, le rang de g tilde, c'est le rang de g rond f, et la dimension de l'image de f, c'est le rang de petit f. Alors, nous voilà avec, hop, les deux inégalités. On a bien 1. De plus, on peut faire 3 ici. C'est-à-dire que si G est un isomorphisme, son noyau, c'est le 0 de E', et donc le noyau de G tilde aussi. Le noyau de G tilde, c'est aussi le 0 de E'. L'ensemble des vecteurs envoyés par G sur 0, il n'y en a qu'un, c'est 0', donc un seul est envoyé par G tilde sur 0, c'est le 0 de E'. Donc la dimension ici la dimension du noyau égale 0, et le rang de G tilde égale le rang, la dimension de f, c'est-à-dire le rang de g, c'est-à-dire que le rang de g rond f égale le rang de g. Reste à voir le cas où f est un isomorphisme et ce sera terminé. Terminons donc la preuve avec le cas où f est un isomorphisme. Alors,
Comme tout à l'heure, c'est l'injectivité de G qui nous a servi. Là, c'est la surjectivité de F qui va nous servir. On a l'image de F égale tout E'. En fait, ici, dans mon schéma que j'ai gardé, l'image de F prend toute la place. Et donc, l'image de G rond F, qui était, je vous le rappelle, les G de F de X quand X décrit E, c'est en fait les G de U quand U appartient à E'. L'image de F, les F de X quand X décrit E, c'est tous les U quand U décrit E'. On peut donc écrire comme ça. Mais ça, c'est tout simplement l'image de G. Alors, en passant aux dimensions, le rang de G rond F égale le rang de G. Et voilà qui termine notre preuve. Donc à retenir, le rang d'une composée est plus petit que les deux rangs, et composé à gauche ou à droite par un isomorphisme ne change pas le rang. Alors, voilà qui achève le chapitre sur les espaces vectoriels de dimension finie. Alors, il reste pas mal d'exercices à faire dans la feuille de TD, je vous en donnerai aussi dans un DL. Et puis après, on va attaquer un autre chapitre qui portera sur les matrices. À bientôt!